Bonjour, Richard Emmanuel-Istès. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à l'École normale supérieure et dans ce cadre, tu diriges l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes à l'ESPCI ParisTech. Qu'est-ce que cet espace? L'espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes est un espace de culture scientifique ouvert au public qui a été créé il y a une douzaine d'années par Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, qui dirigeait à cette époque l'ESPCI ParisTech. Et face à la demande croissante d'enseignants, du grand public, d'informations sur ses travaux, suite à son prix Nobel, il a décidé d'ouvrir un espace destiné à permettre la rencontre entre la recherche et le grand public. Et c'est pour cette raison que ce lieu a été construit entre la rue et les laboratoires de recherche de l'ESPCI ParisTech. Tu es également chercheur associé au laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences de l'Université de Genève, mais également à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques de l'Université de Paris 1. Tu es par ailleurs président et fondateur du groupe TRACE. Qu'est-ce que c'est que TRACE? Le groupe TRACE est une association, mais un groupe de réflexion et d'action sur la science, sa communication et son rapport à la société. Le groupe TRACE a été fondé il y a 6 ans et d'une certaine manière, il a constitué l'émanation théorique d'une autre association que j'avais créée quelques années auparavant, que je préside toujours, qui est les Atomes Crochus. Et c'est quoi les Atomes Crochus? Les Atomes Crochus, une association qui organise des activités pour le grand public, pour tous les publics, petits et grands, autour de la science et du développement durable, mais pas dans une optique de promotion, plus dans une optique de réflexion sur la science et ses enjeux, notamment dans un cadre de développement durable. Et les recherches académiques, les activités académiques que nous avions autour des Atomes Crochus nous ont amenés à intervenir de plus en plus dans des articles, des publications, organiser des colloques, intervenir pour des entreprises dans certains cas, et il a été nécessaire de créer une autre structure qui avait des objectifs un petit peu différents, qui reste très très liés aux Atomes Crochus. Donc le groupe TRACE pour théorie et réflexion sur l'apprentissage, la communication et l'éducation des sciences. Donc la médiation des sciences en direction du grand public, c'est véritablement le cœur de la réflexion, quitte à en faire une théorisation. Voilà, c'est le cœur de la réflexion de TRACE et c'est le cœur de l'activité des Atomes Crochus. Et l'ensemble peut prendre place au sein de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes, qui à la fois accueille du public et à la fois accueille des professionnels concernés par la communication des sciences, comme c'est le cas pour les journées dites JIES. Alors justement, parlons-en de ces journées. Donc, le groupe TRACE organise des journées, alors JIES, internationales pour la culture scientifique et technique. Mais j'ajoute, dans le prolongement des journées de Chamonix initiées par André Jourdan. Ça mérite peut-être une explication. Les JIES ont été créés par André Jourdan et Jean-Louis Martinand il y a 32 ans. Depuis 2 ans, le groupe TRACE en a repris l'organisation. Une première édition a eu lieu à Chamonix, comme c'était le cas traditionnellement il y a 1 an, sur l'idée de nature dans l'éducation et la médiation scientifique. Cette année, nous avons décidé de préparer le thème suivant avec des journées qui, une fois n'est pas coutume, ont lieu à Paris. Donc ce sont des JS de Chamonix parisiennes. Parisienne, oui, c'est là l'innovation. C'est une des innovations. Le thème que vous avez retenu pour ces JES, c'est les jeux dans l'éducation et la médiation scientifique. Pourquoi? Alors, c'est un thème qui a émergé assez spontanément. Les préoccupations dans la culture scientifique évoluent extrêmement vite et la question du jeu est arrivée comme une évidence l'année dernière. C'est pour cette raison qu'on a décidé de le traiter. Ça évolue très vite. On sait déjà que le jeu qu'on aimerait traiter cette fois à Chamonix l'année prochaine, ce sera déjà un petit peu tard. On sait déjà ce qu'il faudrait traiter pour être vraiment dans le vent. Mais ma foi, voilà, on s'adresse aussi à l'éducation, pas seulement à la question scientifique, à la culture scientifique. Et dans l'éducation, les choses avancent un petit peu moins vite. Donc ça vaut la peine de se pencher 2 années de suite sur un même thème, une fois à Paris pour des journées préparatoires et une fois à Chamonix pour des journées un peu plus approfondies. Alors justement, le jeu, semble-t-il, a toujours été présent dans l'histoire de l'éducation.
mais beaucoup moins dans le système éducatif, ou plus exactement, beaucoup moins reconnu comme tel dans la classe. Une explication ? Alors c'est un peu l'objectif de ces journées, d'essayer de trouver, non pas forcément une explication, mais des hypothèses. L'une d'entre elles, celle peut-être qui me semble la plus probable, est que la dimension ludique dans le jeu s'oppose un petit peu à l'idée d'effort qui serait nécessaire dans les apprentissages. Et je pense que c'est susceptible de provoquer des réactions si ce n'est de rejet, au moins critiques de la part des enseignants et même très probablement des parents. Pour autant, la question du jeu devient, à mon avis, importante, et même si ces oppositions continuent à exister, j'ai l'impression que toute la réflexion qu'on porte sur le plaisir des apprentissages, le fait de mettre l'élève au centre de ces apprentissages, fait qu'il est devenu incontournable de parler des jeux dans l'éducation, quitte à ce que ça froisse quelques résistances. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, beaucoup conviennent que le jeu hors de la classe contribue à une forme d'éducation informelle qui elle-même contribue tout simplement à l'éducation. Oui, bien sûr, et je pense que ce mouvement est largement aidé par l'informatique et le recours à des outils numériques dont les jeux sont de moins en moins onéreux. Et il faut bien l'admettre. Les jeux vidéo jusqu'à présent n'étaient accessibles qu'à des grosses sociétés qui pouvaient dépenser des millions. Ça devient de moins en moins le cas. Et on a le même phénomène avec les Serious Games qui étaient pour le moment réservés aux entreprises qui avaient les moyens de se les payer. Et on voit maintenant que des associations, des centres de culture scientifique arrivent à développer des Serious Games. Et donc cette pratique se démocratise et va contribuer à rendre le jeu encore moins évitable dans l'éducation informelle et donc formelle. Mais alors, l'idée de Pierre-Gilles de Gennes, qui, dans la création de ce centre, consistait à rapprocher d'une certaine façon la recherche scientifique, le plus haut niveau de connaissances scientifiques et le grand public, n'était-ce pas une certaine façon, je dirais, peut-être de créer ce besoin de formation informelle dans le grand public, donc chez les jeunes? Oui, alors dans l'histoire de la vulgarisation scientifique, on voit que la demande a été aussi bien créée par les scientifiques eux-mêmes que par le grand public. C'est-à-dire le grand public avait envie de savoir, mais les scientifiques ont toujours eu, et notamment depuis un siècle, besoin de communiquer pour expliquer ce qu'ils faisaient, justifier les crédits qu'on accordait à leurs recherches, expliquer ce qu'on allait pouvoir faire avec leurs découvertes et leurs théories. Et je pense qu'il y a une vraie synergie dans l'évolution de l'offre et de la demande, où se conjugue justement la demande du public et l'offre des chercheurs. S'il devait y avoir une simple action ou une unique action à mener en direction des enseignants pour faire en sorte que cette vulgarisation, comme vous dites, ou disons cette façon d'apprendre par le jeu puisse se réaliser de façon peut-être plus complète, que serait-il nécessaire de faire? Pour le moment, l'état de la formation des enseignants est tel qu'il y aurait sûrement plus qu'une action à faire, et je voudrais surtout pas jeter la pierre aux enseignants qui font ce qu'ils peuvent, et souvent d'ailleurs très bien, avec les contraintes qui sont les leurs, qui parfois les empêchent de développer des approches ludiques. En revanche, ce que je trouve toujours intéressant, c'est d'intervenir auprès des enseignants et de leur parler des outils qu'on utilise dans la vulgarisation scientifique. Charge à eux de voir s'ils peuvent les utiliser en classe. Je trouve que cette approche leur donne une ouverture qui n'est pas transposable à la classe. Le vulgarisateur peut répéter 100 fois la même animation avec un public toujours différent, c'est un peu comme un comédien. Un enseignant, lui, doit changer de pièce de théâtre tous les jours, avec toujours le même public, c'est beaucoup plus difficile. Donc on ne peut pas faire de la vulgarisation en classe, par contre on peut emprunter ses outils, son approche, et éventuellement quelques exemples et bonnes idées. Merci beaucoup. Merci.